Alors, pour planter le décor d'abord, puisque je ne parle pas depuis n'importe quel point de vue, ça va expliquer la manière dont je vais poser le problème. Je me sers surtout de philosophe déterministe. Du coup, le fait d'être dans un cadre déterministe, d'une certaine manière, évacue assez rapidement certaines solutions ou certaines possibilités de penser le problème de l'éducation en éducation. D'abord, une éducation émancipatrice ne peut pas consister à échapper aux déterminations, puisque, par définition, on tomberait dans le mythe d'une forme de recouvrement d'une liberté originelle. Il faudrait se désaliéner en enlevant toutes les formes de détermination ou d'imitation accumulées au cours de l'existence pour retrouver une sorte de virginité. Ça, en tout cas dans un cadre déterministe, c'est pas possible par définition. Deuxième pseudo-possibilité qui est aussitôt évacuée, une éducation émancipatrice, ça ne consiste pas à bien choisir ses imitations. Puisque bien choisir ses imitations supposerait une forme de capacité absolue à faire le tri en tant qu'être social parmi ses imitations, donc notamment la puissance extramondaine du libre arbitre. Pareillement, dans un cadre déterministe, l'homme n'étant pas pourvu d'un libre arbitre, cette perspective d'apprendre à bien choisir ses imitations avec une puissance absolue du choix n'est pas une perspective possible. Mais il me semble que même si mes auteurs sont, je vais y revenir, notamment Spinoza, je travaille Spinoza, Tarde et Girard, il y a quelque chose d'assez proche avec ce qu'on a vu ce matin sur Condillac. Notamment une conception extrêmement, une tentative de penser une éducation émancipatrice de manière endogène aux mécanismes de limitation. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de sortir de limitation, mais plutôt de les multiplier. Cette perspective est assez bien résumée par Frank Fischbach, commentant les débats chez les historiens de la philosophie spinozistes sur la question faut-il abandonner le concept d'aliénation, puisque on a notamment chez Lordon une conséquence qu'il tire des philosophies déterministes, à savoir il faut qu'on cesse d'utiliser le concept d'aliénation, puisque nous ne sommes rien d'autre que l'ensemble de nos déterminations et de nos imitations. Donc s'aliéner au sens rompre avec autrui comme source d'imitation, ça n'aurait aucun sens. Et Frank Fischbach, qui par ailleurs est aussi spécialiste de Marx, et tient au terme aliénation, propose cette définition. Et je trouve que c'est un bon point de départ d'un concept d'aliénation qui serait compatible avec un fond déterministe. Je le lis. Si l'on veut continuer à utiliser le concept d'aliénation, ce ne peut être qu'à la condition de cesser de le penser sous le schème de la perte et de la séparation, et de le penser selon le schème de la fixation et de la limitation. Une puissance d'agir aliénée, en ce sens, ce n'est pas une puissance dont un sujet serait séparé ou qu'il serait empêché d'actualiser, c'est une puissance dont les effectuations sont limitées en nombre et fixées à un seul genre ou une seule forme. Donc il me semble que cette expression, une puissance dont les effectuations sont limitées en nombre et fixées à un seul genre ou en une seule forme, est une bonne, en tout cas pose bien le cadre des enjeux de limitation dans l'éducation. Puisque là, si on remplaçait forme par limitation, on retrouverait une thèse assez proche de celle de Condillac. Alors j'ai dit que Spinoza va être un peu en sous-bassement, on va venir dans la deuxième partie, mais sinon j'allais utiliser Gabriel Tarde et René Girard, puisque ces deux grands penseurs qui ont essayé d'articuler le rapport entre limitation et désir. C'est étonnant parce que René Girard ne cite jamais Gabriel Tarde, et quand il est forcé d'une certaine manière à l'évoquer dans un livre d'entretien,
balaye d'un revers de main en disant Tarde n'a rien compris au système du désir mimétique. Donc c'est, bon, voilà, visiblement, il n'est pas d'accord du tout. Mais moi, je m'en fiche de ce que pense Girard. Je vais essayer d'articuler les deux parce qu'en fait, ils me paraissent complémentaires puisqu'ils posent deux problèmes différents. Et je trouve intéressant de bien justement cerner ces deux manières de poser le problème du rapport entre désir et imitation. Tarde, je commençais par une citation, nous dit ceci à propos du mécanisme imitatif. Quand on voit une personne curieuse, de n'importe quoi dont on se souciait naguère comme d'un fétu, aussitôt on devient désireux de connaître cette chose. Puis il ajoute, toujours optimiste, ce mouvement se propage très vite et à mesure qu'il se propage, l'intensité de ce désir croît en chacun par l'effet du mutuel reflet. Alors, une objection qui vient tout de suite par rapport à cette analyse du rapport entre désir et imitation, c'est que les choses ne semblent pas être si simples si on renvoie à l'expérience professorale. Pourquoi? Parce que l'expérience partagée par beaucoup d'enseignants, c'est que le fait d'aimer une discipline, d'aimer lire ou d'aimer en savoir plus en physique, ne suffit pas, par propagation, par contamination, à donner l'envie d'apprendre aux élèves. Donc, s'il y a incompatibilité, il y a deux possibilités. De dire, voilà la réalité des faits empiriques, donc la thèse de Tarde est fausse. Les faits empiriques sont bien interprétés, et je dois reconnaître que la théorie du désir mimétique est fausse. Ou il y a une deuxième possibilité, dans un premier temps, c'est de faire confiance dans la théorie et de se dire qu'il faut peut-être réinterpréter les faits. Donc les faits sont peut-être sauvagement interprétés et que donner sa chance à la théorie, ici, ce serait essayer de réinterpréter la situation. Et en l'occurrence, c'est ce que propose de manière assez polémique l'écrivain Georges Picard à propos des enseignants de littérature. Voilà ce qu'il dit sur le fait que les élèves n'aiment pas lire. Cette réaction trouve évidemment ses causes dans l'enseignement calamiteux de la littérature, qui semble avoir abandonné l'objectif de faire aimer la lecture. Créer du désir n'est certainement pas une tâche facile. Je ne vois pas pourtant comment on peut ouvrir autrement l'accès aux œuvres. Dans ce domaine, la réussite repose sur une pédagogie mimétique. Si les humains désirent essentiellement par imitation, un objet devenant désirable par le truchement du désir d'un tiers, il faut alors se rendre à l'évidence, les instituteurs et les professeurs sont rarement à la hauteur de cet enjeu affectif. Donc là, effectivement, Picard choisit l'autre solution, il conserve la théorie, et au nom de la théorie, il réinterprète les faits en disant les enseignants qui disent ou pensent aimer ou désirer ce qu'ils font se mentent à eux-mêmes, sinon les faits au nom de la théorie seraient que la littérature deviendrait désirable également pour les élèves. Mais dans ce premier moment, j'ai un peu confondu, j'ai fait une sorte de mixte entre Tarde et Girard extrême pour essayer de voir comment justement trancher entre ces deux possibilités-là, deux possibilités interprétatives. D'abord, on a une distinction de vocabulaire. Alors ça, c'est pratique, ça va être pratique pour nous, si la terminologie est différente, pour ne pas confondre les concepts. Chez Tarde, on parle de désir mimétique, donc le terme est le mimétisme, et chez Tarde, on parle d'imitation. Donc le fait qu'on ait un vocabulaire distinct, maintenant, va me permettre de l'utiliser spécifiquement, de conserver imitation pour Tarde et mimétisme pour Girard. En fait, la complémentarité et la distinction qui me paraît intéressante est finalement métaphysique, même ontologique, c'est-à-dire qu'il y a une conception de l'individu qui est différente et une conception qui va du coup avoir des conséquences très importantes sur l'interaction entre les individus dans une relation d'apprentissage, dans une relation éducative.
En fait, l'imitation pour Tard est un processus fondamental de la vie sociale, je le cite. Savoir si elle est consciente ou non, volontaire ou non, spontanée ou réfléchie est secondaire. Je n'attache pas une capitale importance à cette division. Est-il vrai qu'à mesure qu'un peuple se civilise, sa manière d'imiter devient de plus en plus volontaire, conscient, réfléchi? Je croirais plutôt l'inverse. Donc l'imitation est d'abord un fond, on va dire un fond de métaphysique sociale, et le fait d'attribuer des critères de type voilà, volontaire ou non, consciente, réfléchie, pour Tard est secondaire. Ce n'est pas crucial dans son problème. C'est-à-dire que finalement, l'imitation, c'est ce qui fait circuler le désir. Chez Tard, l'imitation, on pourrait dire, c'est le canevas ontologique de l'ontologie sociale. C'est par l'imitation que le désir circule, et donc il s'agit beaucoup plus de transaction que d'interaction en fait. L'imitation est la source de transaction du désir entre les individus. Et donc, la circulation du désir par imitation, c'est ce qui produit les individus. Donc les personnes sont le résultat ou le produit de l'imitation. Chez Girard, on a d'une certaine manière une ontologie sociale plus courante, c'est-à-dire que les individus sont premiers. Ils ne sont pas le produit de l'imitation, il y a d'abord les individus. Et le mimétisme interagit entre les individus. Donc les individus sont premiers et il y a mimétisme entre les individus, alors que chez Tard, l'imitation est première et les individus sont un produit de cette imitation. On pourrait dire d'une autre manière que chez Girard, on a une ontologie substantialiste assez classique, alors que chez Tard, on a plutôt une ontologie perspectiviste ou relationniste, la relation précédant la substance. Et ça a tout de suite une première conséquence, c'est que chez Tard, il n'y a pas de sens à parler d'absence de désir. Donc, dans la situation éducative, par exemple, pour reprendre l'exemple de Girard, la question ne peut plus être, l'exemple de Georges Picard, pardon, la question ne peut plus être est-ce que les élèves désirent, est-ce que l'enseignant désire, et qu'il y a nécessairement désir. Et donc, il faudra à nouveau réinterpréter cette situation, j'y viendrai plus tard, en essayant de comprendre quel type de désir circule entre eux. Puisque, d'un point de vue théorique, chez Tard, il y a nécessairement transaction des désirs, il s'agit d'essayer de comprendre lesquels ils sont et non pas de savoir s'il y en a ou pas. Finalement, l'interprétation de la lecture de Georges Picard de la scène est beaucoup plus girardienne, d'une certaine manière. Beaucoup plus. Et d'ailleurs, peu de pages après, il cite René Girard, donc finalement, c'était sans doute à René Girard qu'il pensait à propos de la question de cette situation. Alors, chez Girard, à l'inverse, il peut y avoir désir ou non, s'il y a modèle ou non, et donc le triangle du désir mimétique est toujours lié à un mimétisme unilatéral. Autre conséquence aussi, le mimétisme chez Girard est unilatéral, on désire en fonction du désir d'un modèle, donc la circulation mimétique se fait dans un sens, alors que chez Tard, l'imitation est toujours réciproque et mutuelle. Conséquence aussi du relationnisme. Et c'est là où je proposerai le premier point qui m'intéresse, c'est que dans les situations éducatives et pédagogiques, il me semble que la question du désir ou de l'intérêt des élèves est toujours inconsciemment posée par rapport à la référence de l'enseignant. C'est-à-dire que finalement est relativement absente la question de l'imitation, du mimétisme, là peu importe, de l'enseignant vis-à-vis des élèves. Comme si la question était toujours de savoir dans quelle mesure l'enseignant peut être une bonne source d'imitation, un modèle à imiter, alors que la question de savoir si l'enseignant imite les élèves et pourrait
apprendre ou se transformer en captant des manières de faire ou des manières de penser auprès des élèves se pose assez rarement. Pourtant, si on relie la situation de l'enseignant qui n'arrive pas à susciter le désir de lire chez ses élèves, en la réinterprétant à l'aune de l'imitation, des transactions imitatives chez Tard, on pourrait en faire la lecture suivante, qui me paraît assez de bon sens. Premièrement, si les élèves ne désirent pas être dans la pièce, dans la salle de classe, pour Tard, nécessairement ce désir circulera auprès de l'enseignant. C'est-à-dire que l'enseignant imitera, enfin, pas consciemment justement, sera constitué par la transaction de ce désir, à savoir, il n'aura pas non plus également envie d'être dans la pièce. Il me semble que c'est une expérience assez courante de ne pas se sentir bien quand on est avec des individus qui n'ont pas non plus envie d'être là. Donc on voit que la lecture, en fait, la boîte à outils conceptuelle de Tard est beaucoup plus éthologique, pour prendre un vocabulaire animal, c'est-à-dire c'est de comprendre ce qui se passe dans les situations des personnes et des corps mises en relation les unes avec les autres. Donc ça me paraît intéressant puisque ça déconstruit une forme de mystification pédagogique qui consisterait à toujours ignorer le fait que l'enseignant pourrait être affecté cognitivement par la relation éducative. Comme si voilà, l'enseignant était un individu extrasocial, extramondain, qui pouvait ne pas être affecté par la relation éducative. On voit ça aussi beaucoup dans la littérature sur la motivation, où il est très souvent question de motiver les élèves, comme si la motivation de l'enseignant était un cela va de soi. Du coup, si on pousse cette ontologie relationnelle tardienne jusqu'au bout, on peut aussi voir qu'une deuxième caractéristique de la situation, à savoir l'imitation du désir de transmettre. Si l'enseignant désire apprendre aux élèves, mais ne désire pas apprendre des élèves, donc finalement le schème d'une transmission unilatérale, et qu'on applique toujours la théorie de Tard, alors nécessairement les élèves seront affectés d'un désir équivalent. Sauf qu'un double désir unilatéral devient contradictoire. Puisque dans ce cas-là, les élèves, pareillement, désireraient apprendre quelque chose à l'enseignant, mais ne rien apprendre de lui. Et donc on a une sorte de situation assez beckettienne, assez absurde presque, ou plutôt à la Ionesco, où de part et d'autre, les individus voudraient donner sans recevoir. Et donc là, finalement, ça pose le problème du statut social ou de la posture éducative qui, en refusant la réciprocité, finalement rend impossible même l'apprentissage. Alors, juste un petit détour, parce que voilà, j'ai beaucoup travaillé sur la question des problèmes, et il me semble qu'on peut interpréter cette situation-là à l'aune de considérations épistémologiques sur la nature des idées. Il me semble que cette analyse, en tout cas les concepts de Tard, permettent d'opposer ce que j'appellerais un désir de transmettre des solutions aux élèves, un désir de transmettre des solutions aux élèves, à la formule suivante, apprendre des problèmes avec les élèves. Transmettre des solutions aux élèves, apprendre des problèmes avec les élèves. Voilà, je fais des phrases construites syntaxiquement de la même manière, avec transmettre par opposition à apprendre, solution par opposition à problème, et au par opposition à avec. Et il me semble qu'on peut justement voir dans le désir de transmettre des solutions aux élèves une forme
de croyance dans un désir mimétique qui serait justement un mime superficiel des réponses. Je vais revenir après à Girard, justement, comment est-ce que Girard permet de penser des situations scolaires ordinaires, me semble-t-il, où justement on est plutôt dans des pratiques mimétiques qui restent au niveau des réponses, par opposition avec des mécanismes d'imitation qui sont en fait des mécanismes de transformation de soi, donc des mécanismes d'individuation, de subjectivation, puisqu'il s'agit bien, dans ce cas-là, d'être impacté des deux côtés de la relation. Condition d'ailleurs de l'apprentissage. Donc ce premier temps permettrait une conclusion, une hypothèse provisoire que je voudrais partager avec vous, à savoir que l'apprentissage serait en permanence un ajustement mutuel des désirs. Je pourrais définir l'apprentissage de cette manière. Il s'agit d'un ajustement mutuel des désirs et que dès que cet ajustement mutuel des désirs est empêché, c'est le mouvement qui est empêché, et donc l'apprentissage pensé comme à la fois individuation épistémique, c'est-à-dire construction d'une idée, et individuation ontologique, c'est-à-dire transformation de soi. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Et cette première hypothèse me permettrait de proposer une autre hypothèse politique qui me paraît assez, en tout cas, assez liée ou découlant directement de cette analyse, à savoir une définition de qu'est-ce que l'adulte, une définition politique de l'adulte qui serait la suivante. Sont adultes les individus qui peuvent s'apprendre réciproquement, les individus qui s'imitent réciproquement, par opposition à l'enfant, qui serait celui qui ne doit que recevoir, puisqu'il n'a pas de voix. Donc, je dis politique au sens vraiment de se détacher du critère biologique et revenir à l'idée de infans, celui qui est privé de voix. Et donc, cette définition politique permettrait d'avoir une grille sur les situations éducatives. On peut tout à fait imaginer quelqu'un de 60 ans infantilisé par un médecin de 35 ans qui refuse de lui expliquer sa maladie et qui n'attend de lui que obéissance à la prescription de ce qu'il faudrait faire, ou prescription des médicaments. Donc on voit bien que ce n'est pas lié à l'âge. Et à l'inverse, on peut imaginer des dispositifs didactiques dans lesquels les enfants agissent comme des adultes entre eux, ou à qui est conférée la dignité d'un statut d'adulte défini comme je viens de le faire. Et à ce propos-là, j'étais tombé par hasard parce que c'est pas du tout ma famille philosophique, mais quelqu'un m'avait parlé d'un livre de Jean-Marie Labelle qui s'appelle La réciprocité éducative, dont le sous-titre est Contribution à une andragogie de la personne. Donc c'est intéressant puisque c'est une réflexion justement sur l'éducation des adultes, puisque andragogie ça veut dire l'éducation des adultes construite sur le même modèle que pédagogie. Et dans ce cadre, dans un cadre philosophique beaucoup plus personnaliste, en l'occurrence, pas très spinoziste, j'ai trouvé intéressant qu'il définissait justement la réciprocité comme énergie motrice de l'apprentissage, par contraste avec la vassalisation du travail qui finit par arrêter les désirs, donc entraîne l'absence de formation, aussi bien chez les enseignants que chez les apprenants. Donc dans ce livre qui s'appelle La réciprocité éducative, il retrouvait une idée assez semblable, en disant, en pensant la réciprocité comme énergie motrice de l'apprentissage et énergie motrice nécessaire. Et donc en diagnostiquant dans l'impossible réciprocité l'impossibilité de l'apprentissage. Et tout ça dans le cadre d'une andragogie. C'est pour ça que finalement je trouvais intéressant de
proposer une définition politique de l'adulte pour penser, ou en tout cas pour expliciter des fois les impensés politiques des situations d'apprentissage ou des situations éducatives. Alors, tout ça m'amène à proposer justement une perspective sur la construction du commun, la construction du nous comme horizon éducatif, et à distinguer deux concepts, celui de ressemblance ou de similitude, et c'est là où je vais réactiver la distinction avec Girard, où Girard me paraît en tout cas très intéressant, très complémentaire. On trouve, vu de loin, comme ça, dans un premier temps, dans la question de la circulation du désir, toujours cette question d'une certaine forme de proximité entre les êtres humains. Les mécanismes d'imitation, et d'ailleurs ça rejoint sans doute cette question de l'idolâtrie, les mécanismes d'imitation ou de mimétisme ne peuvent pas avoir lieu avec des individus trop radicalement différents ou auxquels aucun système d'identification ne serait possible. Mais justement, je voudrais proposer de distinguer deux formes de proximité, justement. La ressemblance et la similitude. Et c'est là où, quand on lit Girard, on voit que la forme du proximal pour lui est la ressemblance. C'est très clair dans ses analyses de la rivalité mimétique. Le critère très important pour Girard, c'est la ressemblance, qui permet d'expliquer le mécanisme du désir mimétique. La plupart du temps, ce qui pour Girard est la forme normale, c'est justement la proximité, la ressemblance du modèle qui entraîne rivalité, fascination haineuse, envie, etc. Dans toutes les analyses qu'il fait de la littérature, notamment dans les situations de triangle amoureux. C'est ce qu'il appelle, lui, la médiation interne. La médiation interne, typiquement un homme qui tombe amoureux de la femme de son meilleur ami, dans une nouvelle de Dostoïevski. Et je rappelle, parce que ça c'est toujours quelque chose c'est quelque chose d'important et qui m'a fasciné par contraste, que le désir mimétique chez Girard est une construction conceptuelle pour essayer de penser la violence, pour essayer de penser anthropologiquement l'origine de la violence. Et c'est assez étonnant qu'il y ait pas mal de littérature sur la motivation qui se sert du désir mimétique comme éventuellement un conseil pédagogique. Alors que chez Girard, c'est un diagnostic assez terrible de dire c'est l'origine de la violence, le désir mimétique, et c'est d'abord descriptif, une description anthropologique, c'est pas un manuel de conseil pédagogique. Bref. Et dans la perspective de Girard, il y a une seule solution qui permet d'échapper à ça, c'est une ressemblance-dissemblance très éloignée, ce qu'il appelle la médiation externe, notamment à travers la figure du Christ. C'est-à-dire le modèle qu'on pourrait imiter sans jamais se sentir en rivalité avec lui, mais c'est une forme de sublime exception qui, pour le coup, est un horizon éthique, mais dont Girard a bien conscience qu'à aucun moment il confond avec le régime normal de fonctionnement du désir mimétique. Donc, si on reste dans un cadre, on va dire, anthropologique descriptif, c'est bien le critère de ressemblance qui active le mécanisme du désir mimétique. Donc, on voit bien que là, par rapport à ce que je disais dans la première partie, on part d'un modèle individué. Donc, le point de départ du mécanisme mimétique, c'est bien des substances déjà constituées à un moment donné. Et donc, le modèle, c'est en tant que modèle individué, préalablement institué et défini, et suffisamment semblable à soi, qui permet un enclenchement du désir mimétique. Et donc là, on a des individus en relation dans un collectif ayant instauré des modèles. On est bien dans un régime de l'interaction. Donc le fait, le paradoxe que je voudrais souligner avant de parler de la similitude, c'est que finalement, le régime donc, de la ressemblance
produit plutôt un système de la mise en concurrence. C'est-à-dire que c'est voilà, le caractère tragique de l'anthropologie de Girard, c'est que les individus s'imitent dans la mesure où ils sont similaires, et c'est ce qui produit cette forme de tragédie. Pour donner un exemple peut-être étonnant, mais je pense que ça rentre assez bien dans cette explication-là. J'ai lu récemment un article sur la question du narcissisme et des petites différences dans les milieux d'extrême gauche. C'est-à-dire cette capacité à être d'une agressivité extrême avec des collectifs objectivement proches en termes d'orientation politique, mais avec une sorte de mise en concurrence ou de scrupule à vouloir absolument prendre la place de l'autre, alors que finalement on est très semblables, et finalement à perdre beaucoup d'énergie avec ses proches, énergie qui sera du coup assez peu employée contre les ennemis politiques réels. Alors la similitude se pose pas du tout de la même manière. Bon, cette fois-ci, c'est un terme de Spinoza. Donc, la deuxième forme du proximal, Spinoza, qui est beaucoup plus proche de Tarde du point de vue de l'ontologie. Donc, cette fois-ci, c'est plutôt Spinoza que je vais opposer à Girard et non pas Tarde. Alors, ce que je trouvais très intéressant dans le concept de similitude chez Spinoza, qui apparaît quand il essaie de penser l'émulation, la question de l'émulation. Pour Spinoza, l'émulation n'est possible que si les individus partagent suffisamment de propriétés communes pour former un nouvel individu. Quand il y a l'émulation, les personnes forment comme un individu. Comme un individu. Et cette fois-ci, la perspective me semble assez différente, puisque l'imitation du désir permet plutôt pour Spinoza de se construire avec un partenaire d'individuation similaire à soi. C'est-à-dire que d'un côté, la ressemblance concernait la représentation du désir. La similitude est une condition de circulation du désir. Donc là, je fais une sorte de lecture tardive de Spinoza. C'est-à-dire que chez Girard, c'est bien, quand je dis la ressemblance concerne la représentation du désir, c'est-à-dire qu'il faut se représenter le désir de l'autre. C'est parce qu'on se représente le désir de l'autre comme modèle que quelque chose nous est présenté comme désirable, alors que chez Spinoza, la similitude va être à la fois condition et cause de circulation du désir, c'est-à-dire que la similitude, pour Spinoza, est beaucoup plus un enjeu, c'est la trajectoire, c'est se rendre similaire à. C'est pas constater une similitude, mais la similitude est un processus chez Spinoza. Et donc, à nouveau, on est bien au cœur de ce qui me semble être le problème de la formation de soi, donc quelque chose de trans-individuel et non pas d'inter-individuel. On retrouve une question de flux. Et de ce point de vue-là, chez Spinoza, on n'imite rien à proprement parler, on n'imite pas quelque chose. C'est le désir de l'autre qui ajuste sur nous comme une puissance effective qui force à bouger, qui force à se transformer. Donc, de ce point de vue-là, je dirais que la manière dont Girard pose le problème est bien un diagnostic de ce que j'appellerais plutôt un devenir passif. Et de ce point de vue-là, il est précieux. Comment est-ce que d'une certaine manière, qu'on subit un état des régimes de désir, on subit un état de régime de désir et on se calque sur les désirs de l'autre, c'est-à-dire qu'on est bien dans un système de la représentation,
Alors que chez Spinoza, la question, c'est plutôt comment devenir suffisamment similaires l'un à l'autre pour pouvoir faire quelque chose ensemble. C'est-à-dire que l'action collective chez Spinoza produit toujours un devenir similaire, un ajustement. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une conséquence qui me paraît assez intéressante, c'est que chez Spinoza, le fait d'être pris avec le désir de quelqu'un crée une forme de similitude qui prépare une perception d'autrui, ou qui construit une perception d'autrui comme partenaire possible. Et j'aurais envie, en fait, ça me paraît intéressant de penser, par exemple, la question, le statut de l'interlocuteur valable par rapport à cette grille de lecture. Comme si, avec Spinoza, on pouvait penser les conditions affectives de croyance véritable dans l'autre comme interlocuteur valable. Interlocuteur valable, c'est un vocabulaire de Françoise Dolto qui a beaucoup été repris notamment par Lévin dans les dispositifs de philosophie pour enfants, pour justement prévenir les adultes d'une forme d'adultocentrisme assez classique, considérer que les enfants sont moins intelligents que les adultes ou ne peuvent pas être des personnes avec qui il est possible de discuter philosophiquement. Mais il me semble que cette question du devenir similaire est rejoint, ou en tout cas pour moi est politiquement assez proche de ce que j'avais dit à propos de Tarde dans la première partie, à savoir une grille d'analyse qui tout de suite a des enjeux de philosophie politique, par rapport notamment au fait de considérer qu'on est susceptible d'apprendre de quelqu'un d'autre, malgré des mécanismes de socialisation qui produisent des prismes perceptifs de type domination. C'est une femme, donc elle n'est pas capable de philosopher, c'est un colonisé, donc c'est à nous de leur apporter... Et finalement, on voit bien là que dans la posture de supériorité, on est beaucoup plus facilement pensable, cette posture de supériorité, à travers le désir mimétique, aussi capable en tant qu'éducateur de tomber dans une forme de posture narcissique où on se pense comme modèle à imiter pour l'autre, alors que finalement, chez Spinoza, l'enjeu est de pouvoir faire quelque chose ensemble et donc de se rapprocher l'un de l'autre, ce qui suppose que les deux individus acceptent de bouger pour aller vers l'autre. Du coup, en guise de conclusion, je voudrais insister finalement sur ce qui me paraît découler de ces hypothèses, à savoir que le véritable enjeu dans le rapport entre imitation et désir, c'est d'abord celui de la circulation du désir, et qu'on pourrait formuler de la manière la plus abstraite ou générale comme ça, du désir de se mouvoir. La circulation du désir de se mouvoir comme possibilité de s'éduquer, de se rééduquer, de se déséduquer, d'apprendre tout au long de la vie, par opposition finalement aux sirènes de tous les pouvoirs qui pourraient nous faire croire à un moment de l'existence qu'on est à la bonne place, et donc on n'a plus à se mouvoir, on n'a plus à se transformer, qu'on pourrait, comme si on pouvait rencontrer autrui, véritablement rencontrer autrui, sans avoir à l'imiter. Comme si on était pur modèle d'imitation possible, sans plus jamais avoir à devenir soi-même un imitateur. Et finalement, ce qui me paraît intéressant dans les métaphysiques de Tarde comme de Spinoza, c'est que l'imitation devient une condition de la rencontre. C'est aussi une autre manière de construire le concept d'imitation. Imiter l'autre, c'est le rencontrer, et on ne pourrait pas imiter l'autre, on ne pourrait pas rencontrer l'autre sans l'imiter. L'imitation nommant finalement l'altération réciproque des individus.
Ce qui rend du coup l'imitation active, c'est-à-dire l'imitation, c'est pas tant c'est recevoir quelque chose d'autrui, mais c'est prendre quelque chose d'autrui dans la mesure où on est pris par le désir d'autrui. Ça permet, ça c'est un problème de spinozisme, vous allez dire, mais bon voilà, je suis spinoziste donc j'ai mes problèmes. Ça permet aussi, cette lecture-là, de lever un gros paradoxe chez Spinoza, notamment le paradoxe lié à sa définition du désir paradoxe, je veux dire pédagogique. Puisque dans la Scolie, la proposition 9 du livre 3, il y a la formule célèbre de Spinoza, mais c'est pas parce que quelque chose est désirable que je le désire, c'est parce que je le désire que c'est désirable. Ce qui, pour un pédagogue, est complètement désespérant, puisque ça voudrait dire que ça ne sert à rien d'essayer d'imaginer des dispositifs ou de créer des dispositifs, parce que ce n'est pas le dispositif lui-même désirable qui va permettre de rendre l'apprentissage désirable, mais de toute façon, c'est les puissances désirantes de l'individu qui produisent les choses comme désirables. Donc ça pourrait faire croire que tout l'imaginaire pédagogique et tous les dispositifs qu'on peut inventer sont vains, puisqu'on pose le problème à l'envers. Il me semble que la question du rapport, la question de l'émulation du rapport entre désir et imitation chez Spinoza permet, comment dire, juste d'attirer l'attention auprès des pédagogues sur le fait que un engagement, finalement, un engagement relationnel est nécessaire, une réflexion en fait, sur la manière dont on peut être affecté par autrui. Et de ce point de vue-là, il y a bien un travail éthique du pédagogue à faire sur lui-même, un travail politique sur la perception d'autrui, et que ce travail est nécessaire. Et que d'une certaine manière, aucun dispositif ne pourra jamais dispenser de cette réflexion sur le positionnement éthique et politique de l'éducateur, du parent, du professeur, de l'enseignant, par rapport à la dignité finalement, dignité épistémique d'autrui. Voilà. J'ai sauté pas mal de trucs, du coup je finis un peu en avance, mais ça permet je pense, de poser des questions, et puis sinon je pourrais préciser d'autres choses que j'ai pas dit. Formuler le problème, je vais faire le retour, je vais te faire le retour, je vais reformuler ce que tu as dit à ma manière, et tu vas me dire si ça te parle. Je verrais bien ça comme finalement être capable de critiquer, c'est aussi avoir une conscience de la fragilité de ses idées. Et je pense que ce que tu dis de l'enseignant, c'est justement il se fragilise. C'est ce geste, contrairement à la citadelle blindée ou vocabulaire impossible, il se fragilise. Et donc, ça, c'est imité par les élèves. Si on prend l'hypothèse de Tarde. Et donc, ce désir de se fragiliser, les élèves l'ont. Et ça rend possible l'esprit critique, finalement. C'est-à-dire qu'eux-mêmes rentrent. Et là, on a une imitation qui circule. J'ai envie de me fragiliser, c'est une manière d'aller vers vous parce que j'accepte vos critiques, vos objections et je trouve que ça me nourrit. Et du coup, par imitation, ça produit ça chez les élèves. Et donc ça forme sans doute beaucoup plus l'esprit critique que de leur amener des connaissances critiques qui devraient seulement ingurgiter. Et donc ça me parle et j'aime bien. Et puis je vois bien, je connais pas Popper comme tu le connais, mais je vois très bien aussi comment d'un point de vue épistémologique, il y a quelque chose d'assez fort sur la question de l'honnêteté intellectuelle, d'accepter d'être que ce qu'on dise puisse être réfuté ou falsifié. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, à l'inverse, enfin, dans les travaux de sociologie des universitaires, on voit comment est-ce qu'il y a des rituels qui, en fait, empêchent ça, justement, d'accepter d'être réfuté, ou même d'accepter d'entendre la critique d'autrui. Et ça, c'est vraiment un obstacle, finalement, à l'apprentissage. Il y a quelque chose sur comme si, entre guillemets, on pourrait dire que la force, ou ce qu'a l'éducateur, ou ce qu'a l'enseignant, qui n'a peut-être pas l'élève, c'est de pouvoir, d'avoir suffisamment cette confiance pour oser
s'exposer. Voilà, s'exposer. Et c'est un peu ça que je voulais dire dans ma conclusion, en disant, quel que soit le dispositif, on ne peut pas faire l'économie aussi d'un travail éthique ou politique sur soi, qui était justement ce geste d'offrir aux élèves cette possibilité de la critique qui justement engage la réciprocité. Passage auquel je pense, l'idée de l'interlocuteur valable, l'idée de la définition politique de l'adulte, l'idée de la possibilité d'apprendre l'un de l'autre. En gros, ce que développe Cantel dans ce livre, c'est de dire, donc dans la théorie de la médiation de Jean Galépin, il découpe la rationalité en 4 ordres. Ordre logique, ordre technique, dimension de la personne et dimension de la norme. Donc est-ce qu'on est capable de parler, est-ce qu'on est capable d'utiliser des objets techniques, est-ce qu'on est un sujet constitué, et est-ce qu'on est capable d'éthique ou de morale. Et en fait, toute la thèse de Cantel, c'est de dire que l'enfant n'est pas une personne, il n'a pas encore émergé à la personne, il est logique mais il n'est pas dialogique, il est locuteur mais il n'est pas interlocuteur, et il a d'un côté une définition politique justement de l'adulte, qui est adulte qui a émergé à la personne, justement. Et du coup, là, c'est une coïncidence, mais ça m'a fait penser justement, alors je pense à partir de cadres très différents, d'horizons très différents, de champs de réflexion très différents, mais la communauté des points de passage m'a interpellé. Ce que je comprends, j'ai l'impression que la construction conceptuelle de Cantel sert surtout à priver des enfants du statut d'adulte. Oui, ouais, en restant sur un critère pseudo-évident biologique de qu'est-ce qu'un enfant. En essayant de le reconstruire d'une manière justement plus citadelle, imprenable. En ce moment, c'est marrant, sur cette question de l'enfance, je suis en train sur un nouveau domaine de recherche qui m'intéresse parce que j'ai réalisé qu'il était complètement pas travaillé, c'est la domination d'âge dans les systèmes de domination. Maintenant, dans l'intersectionnalité, on parle de sexe, classe, race, ça devient une sorte de triptyque. Et le rapport de domination d'âge est quelque chose qui a été beaucoup travaillé après 68. Il y a eu 4 ou 5 publications, pas universitaires, mais assez importantes. Et depuis, mais vraiment rien à part, il y a le bouquin d'Ariès pour dire que l'enfance est une construction historique, et le célèbre article de Bourdieu, La jeunesse n'est qu'un mot, pour dire que le critère biologique n'est pas un critère satisfaisant pour définir qu'est-ce que l'enfance, qu'est-ce que la jeunesse. Mais, et dans ce cadre-là, j'ai découvert qu'il y avait eu aussi une grosse discussion des anthropologues avec la psychologie du développement pendant l'entre-deux-guerres. Il y a une séance notamment hyper intéressante où Piaget vient faire son intervention et Mauss fait des objections que je trouvais vraiment très très intéressantes. En gros, il ne peut pas s'empêcher de dire en tant qu'anthropologue, il dit vos stades de développement, c'est les stades de développement qui mènent à l'homme mâle blanc occidental. C'est tellement téléologique votre construction conceptuelle. Nous, anthropologues, ça nous choque. Et notamment, il dit l'accès au raisonnement ou à la logique. Ici, des cas d'enfants de 6 ans, dans je ne sais plus quelle tribu, il dit voilà, ils n'ont pas la même existence, ils ont un rapport à la technique, à la construction, à l'arithmétique qui est nécessité par les conditions sociales d'existence, et ce n'est pas l'enfant scolarisé. Et donc, vous êtes en train d'universaliser des stades de développement avec assez peu de précautions. Et ça, en fait, c'est repris alors de manière beaucoup trop synthétique et beaucoup trop rapide. À mon sens, c'est dommage, dans un chapitre 7 des structures élémentaires de la parenté de Lévi-Strauss, qui s'appelle L'illusion archaïque, où Lévi-Strauss fait une comparaison assez virtuose, mais ça fait quoi? Ça fait 8 pages entre la sociologie néocoloniale et l'idée de pensée primitive, et la psychologie du développement et des stades de développement. Et Lévi-Strauss dit, là, il y a un schème de la pensée occidentale que nous, anthropologues, on commence enfin à un moment donné, on en est revenu. Et même Lévi-Brühl a fait son coming out. Et il dit, dans la plupart des travaux de la psychologie du développement, on retrouve une essentialisation de l'enfance qui a, voilà, il dit, ça a d'abord un sens politique finalement. Et on n'arrive pas à penser dans sa singularité. L'enfance, on la pense encore comme un moindre développement ou un stade antérieur de quelque chose qui devrait mener à l'état adulte fini, comme
comme la norme. Et je trouve que c'est assez... Enfin voilà, c'est des discussions qui sont très très riches et qu'on a un peu perdu de vue. À l'I3, les cours de psychologie d'éducation, ça n'a pas cette finesse là, et pourtant c'est des objections, c'est des discussions qui ont eu lieu il y a 90 ans déjà. Je trouve ça un peu, c'est cette critique de la téléologie. La figure du précurseur en histoire des sciences, et chez Meyerson, il y a des passages comme ça où il dit en fait la métaphore du développement c'est complètement foireux parce que tout est déjà là dès le début, dans le développement, et donc c'est une métaphore qui ne permet pas de penser la nouveauté. C'est-à-dire, il fait une généalogie, Leibniz, Hegel, etc., et il essaie une sorte de critique conceptuelle du développement sur le fait que c'est une pensée anachronique. Un peu comme derrière, quand Guilhem notamment va dire le précurseur, très critique du précurseur, quand Guilhem dit c'est foireux parce qu'en fait c'est l'historien des sciences qui plaque ce qu'il sait aujourd'hui sur, le mauvais historien des sciences pour Canguilhem, et qui, voilà, par anachronisme, croit lire dans des formulations une précursion de la théorie, parce qu'en fait lui connaît la théorie. Il y a toute une réflexion en philo des sciences assez passionnante. Très, ouais.